Le grand débat, et on va parler avec mes invités de tendances pour l'épargne. J'accueille sur le plateau, on va honneur aux dames, commencer par vous. Virginie Fauvel, vous êtes PDG de chez Harvest. Vincent Dubois, présidente de DLPK. Stéphane Vidal, président de groupe Primonial. Et bien sûr, Jean-François Filiatre, directeur éditorial chez Marché Gagnant. Donc, on va déjà dresser un petit peu le contexte, l'environnement général. Stéphane, le paradigme du monde d'épargne, est-ce qu'il a changé depuis le début de l'année ? Oh oui, je crois qu'on peut le dire. De toute façon, il y aura un avant le 24 février 2022 et un après le 24 février 2022, à tout égard d'ailleurs. Donc voilà, oui, on est passé d'une inflation conjoncturelle, offre-demande post-sortie de Covid, à une inflation véritablement plus structurelle, notamment avec les problématiques énergétiques, food, etc. Ce qui va durer plus longtemps que ce qu'on avait imaginé. On parlait souvent d'une inflation à court terme. Ça durera plus longtemps. Ça bouge. Les taux ont été obligés d'augmenter pour limiter cette inflation. On est obligé, nous, producteurs de solutions financières, d'intégrer ça et donc d'innover pour être capable de redonner de la prime de risque à nos clients. Donc oui, bien sûr que ça a changé. Vincent, j'entendais Stéphane parler d'inflation. Alors elle va durer ? Je mets une petite nuance. Oui, elle va durer. Par contre, je pense que 2023, on va retrouver des niveaux un peu plus pas classiques, parce qu'on ne sera jamais comme 2021 et avant, mais on va effectivement, à mon avis, avoir une tendance plutôt baissière de l'inflation. Jean-François, j'ai envie de vous poser une question sur l'évolution des marchés et surtout de l'épargne. C'est quoi votre vision ? Moi, j'acquiesce sur le principe. Le cycle d'inflation va changer. C'est-à-dire, avant, on avait un cycle d'inflation qui était nettement inférieur à 2. Aujourd'hui, on va avoir un cycle d'inflation qui sera supérieur. Donc, moi, les réflexions que je peux avoir sur les marchés de l'épargne, la première réflexion, c'est que les populations les plus fragiles vont être pénalisées de manière forte en termes de pouvoir d'achat. Donc ça veut dire que l'épargne populaire qui avait déjà un peu disparu, va encore plus disparaître. On va avoir des marchés d'épargne qui vont beaucoup plus se concentrer sur la partie gestion privée. Puis la deuxième réflexion qui est liée au niveau des taux d'intérêt et l'impact que ça a sur l'immobilier. Le financement de l'immobilier est en train de changer du tout au tout. Et ça va avoir un impact négatif sur les flux, me semble-t-il, sur l'épargne financière, pour deux raisons. Augmentation de l'apport personnel. L'apport personnel, il vient toujours de l'épargne financière. Donc, on a de l'argent de l'épargne financière qui va partir vers l'immobilier. Puis la deuxième des choses, c'est qu'il y avait un effet ruissellement de la production de crédit immobilier. Parce que souvent, vous aviez des gens jeunes qui achetaient un logement à des personnes plus âgées qui allaient réinvestir un bout dans l'immobilier, qui allaient remettre une partie dans du financier. Mais si la production de crédit immobilier baisse, et elle a vocation à baisser de par le niveau des taux d'intérêt, vous n'allez plus avoir ces flux-là. Donc, me semble-t-il, ce sont quand même des changements importants. Alors, Virginie, on entend dans la voix beaucoup de changements, mais il y a le poids du réglementaire qui, lui, reste majeur, bien au contraire. Est-ce que c'est un problème majeur pour les distributeurs ? Oui, effectivement, le réglementaire est de plus en plus lourd. Ça, c'est une tendance très forte depuis la crise de 2008. Et finalement, le réglementaire protège les clients finaux. Donc, c'est vrai que c'est lourd, mais ça a quand même une vertu de protéger les clients finaux. Donc, les distributeurs sont de plus en plus soumis à du réglementaire. On a maintenant des problématiques ESG qui arrivent et qui vont être de plus en plus obligatoires et qui vont peser dans tout ce qui est au sens large paperasse pour la distribution. Donc on axe très fortement les outils Harvest. Donc on fait des logiciels pour les métiers de gestion de patrimoine pour faciliter la vie et rendre le réglementaire déjà plus sûr. Donc tout sauvegarder, plus avoir de papier, de la signature électronique, tout documenté. Être toujours à jour aussi du réglementaire pour que le distributeur puisse se consacrer sur le conseil, sur la réassurance, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le client final aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Donc oui, le réglementaire pèse sur le distributeur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour le rendre moins lourd. Alors, on va rester sur l'idée de Jean-François d'une épargne moins populaire et beaucoup plus orientée vers les clientèles fortunées. Vincent, je me tourne vers vous. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a des moyens pour aller contre cette tendance ? L'épargne, on peut aussi la trouver via l'entreprise. Et je pense que d'axer de plus en plus vers l'épargne salariale, par exemple, et que ce soit l'entreprise qui effectivement prépare l'épargne de ses salariés, c'est une voie importante, c'est une voie qui existe depuis des années.
mais qui devrait avoir tendance à s'accélérer, et surtout qu'effectivement, on a une volonté politique d'accélérer dans cette phase-là. Virginie, chez Harvest, vous proposez des outils d'agrégation de portefeuille. Est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui, vous évaluez à combien de milliards vous évaluez ça, et surtout sur quel type de produits? Mais en fait, effectivement, on agrège depuis le mois de septembre chaque jour 150 milliards d'épargne de Français. Donc c'est assez considérable. Cette épargne est en croissance, donc ça c'est quand même un point qui est positif. Bien sûr parce qu'on agrège de nouveaux clients, ça c'est positif, mais aussi l'épargne globale progresse. On a vu qu'avec la crise du Covid, il y avait une capacité d'épargne qui avait cru. Il y a des chiffres de la Banque de France qui sont sortis récemment qui montrent ça, et aujourd'hui qui diminuent parce que elle revient à la normale en fait, plus exactement, parce que les gens heureusement peuvent à nouveau consommer, partir en vacances, aller au restaurant et tout ça, et on s'en réjouit. Mais donc disons que la capacité d'épargne des Français est revenue à l'avant Covid. Et on agrège absolument tout type de support. Ce qu'on voit dans les tendances de fonds, c'est qu'il y a deux tendances. La première, c'est que l'épargnant veut savoir sur quoi il met son épargne. Il y a, suite probablement à la crise 2008, une confiance peut-être moins aveugle dans le distributeur. Donc comprendre quels sont les sous-jacents. Et donc là, effectivement, on a des outils qui permettent de recalculer tous les sous-jacents. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a des nouveaux produits qui arrivent, comme les produits structurés, les SCPI qui prennent plus de poids. Et on voit aussi que le private equity, qui était réservé à des happy few, c'est-à-dire à quelques personnes très fortunées, arrivent maintenant sur du retail, et donc il y a une banque qui vient de lancer du private equity à partir de 100 €. Donc on voit des changements quand même assez fondamentaux dans l'attente des Français. Mais je crois que le besoin de transparence et de réassurance par le conseiller est encore plus important dans des métiers dans des moments où ça chahute autant qu'actuellement. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous constatez aussi cette réorientation du marché vers le haut de gamme. Alors, le wealth management, est-ce qu'il serait maintenant au détriment du mass market? Non, je pense pas que ce soit au détriment. Ce qui est sûr, c'est que le wealth management est fort en France et continue à accroître. Et je pense qu'il faut se réjouir qu'il y ait des personnes patrimoniales en France. Voilà, je sais que l'argent est un petit peu tabou dans notre pays, mais moi je crois qu'il y a des entrepreneurs qui méritent cet argent-là, et on est content que l'argent reste en France. Donc réjouissons-nous qu'il y ait des fortunes qui se créent grâce à l'entrepreneuriat en France. Et après, sur le retail, moi je vois vraiment des produits qui arrivent dans la clientèle retail, qui étaient réservés avant à une clientèle très haut de gamme et qui arrivent sur le retail. Et donc ça donne des rendements qui sont plus forts, et je pense qu'il faut se réjouir. Donc je pense qu'il faut se réjouir de deux sujets: qu'on ait des clients qu'on ait des fortunes patrimoniales en France, et aussi qu'il y ait des produits qui arrivent sur le retail. Stéphane, les producteurs notamment de fonds, eux, depuis longtemps, ils ont préféré les grands comptes aux clientèles de détail. Alors j'ai envie de vous dire, ça y est, c'est le coup final? Non, au contraire, j'ai l'impression, alors je suis un peu en décalage par rapport j'ai l'impression au contraire que le grand mot de tous les grands gérants de fonds internationaux, mondiaux, le grand mot est la retailisation. Ils s'aperçoivent que la clientèle institutionnelle, qui est quand même le fer de lance de ces gestions, elle atteint ses limites parfois, ses limites en termes de ratio d'emprise, ses limites en termes de profondeur de marché. Et tous ces grands fonds internationaux sont en train de s'apercevoir que le retail, il n'y a juste pas de limite. On part, c'est un effet de base, on part de rien. Quand on regarde le taux de private equity en France, c'est moins de 1%, mais moins de 1%. Et aux États-Unis, c'est peut-être 5%. Enfin, on part de très loin. Et donc, toutes ces grandes institutions veulent retailiser. Et nous, distributeurs, sur notre partie distributeurs, comme mes camarades, on est très sollicités par ces grands fonds internationaux pour les aider à s'installer, au contraire, dans le territoire national ou en Europe. Jean-François, un commentaire ? Deux commentaires assez rapides. Un sur l'épargne salariale. Il est clair que l'épargne salariale,
moi, vous savez, je défends l'épargne populaire. Donc, quand vous avez un employeur qui vous aide à mettre de l'argent de côté, il est clair que c'est plus populaire que quand vous devez vous-même mettre de l'argent de côté. Donc, naturellement, je suis un gros défenseur de l'épargne salariale. Et puisque d'habitude, le jeudi, je viens pour pousser un coup de gueule, je vais quand même en pousser un. Je rappelle quand même un truc tout bête qui s'était passé sous la présidence de Nicolas Sarkozy, où on avait fait l'arbitrage de dire la participation n'est plus forcément de l'épargne et elle peut être récupérée. Et ça, c'est un arbitrage économique en faveur de la consommation que personnellement j'ai toujours contesté, parce que je pense que toutes les populations devraient pouvoir épargner, et quand finalement ça ne se fait pas avec de l'argent qu'ils mettent directement, mais c'est de l'argent qui sont liés aux résultats de l'entreprise, etc. Donc je continue de plaider pour qu'on réhabilite une participation qui soit pleinement investie et qui soit de l'épargne salariale et non pas du salaire. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque que je voudrais faire, juste un peu pour blaguer sur le propos que tenait tout à l'heure Virginie sur le wealth management qui saluait, le fait que les entrepreneurs réussissent. J'attire juste l'attention sur le risque politique que l'on a de ne plus avoir d'épargne populaire, parce que si on considère que l'épargne est concentrée sur certaines couches de la population, à un moment, vous allez avoir les débats sur la fiscalité de l'épargne qui vont revenir, et c'est pas pour tout de suite, mais je peux vous dire qu'à mon avis, dans les 2 ans qui viennent, si ça continue comme ça, on va les voir revenir, et ça, c'est plutôt pas une bonne nouvelle. Petit point, il y a quand même une croissance, effectivement, d'installation de plans d'entreprise sur les ETI qui s'est accéléré ces derniers temps, donc ça va dans ton sens. Oui, mais il y a un enjeu majeur au niveau des petites entreprises, et on rappelle, l'origine de tout ça, c'était quand même l'Offablus, c'était en 2000, c'était il y a 20 ans, et on a encore du travail à faire. Voilà, on va essayer de mettre un peu de positif, avec des solutions dans cet environnement de taux réels négatifs. Stéphane, la nouvelle donne, c'est la fin du fonds en euros. C'est favorable aux classes d'actifs telles que le non-coté quand même. Oui, alors moi j'ai toujours dit, chez Jean-François notamment, que je ne croyais pas à la fin du fonds en euros. Le fonds en euros, je ne vais pas refaire l'histoire, mais c'est un capital garanti, et que dans le profiling de nos clients, ça, il a un rôle. Il a eu un rôle moins de performance ces dernières années, mais il a un rôle de profilage des portefeuilles, et donc il a eu un rôle. Là, on pourrait dire qu'il va avoir tendance à remonter, puisque les taux remontent. Alors on sait que c'est un gros bateau qui va mettre du temps, mais je pense que les assureurs vont essayer de peut-être sortir quelques réserves pour être dans le vent, si j'ose dire. Voilà. Après, c'est vrai que on a notamment une classe d'actifs qui s'appelle les produits structurés. Avec la nouvelle donne des taux, on est capable de refaire des produits à capital garanti à terme, mais des produits à capital garanti qu'on ne faisait plus depuis plus de 10 ans, voire 15 ans. Voilà, donc oui, évidemment, à côté des fonds en euros traditionnels, à côté des fonds en euros dynamiques qu'on a pu créer les uns les autres, on a maintenant une nouvelle arme pour avoir toujours cette protection du capital qui est importante pour certains de nos clients, mais qui va avoir une espérance de gain supérieure. Donc oui, ça fait partie en tout cas ça des nouveautés dans les portefeuilles de nos clients à partir déjà depuis 5-6 mois. Et le non-coté, c'est une vraie dynamique ou pas? Le non-coté, c'est une vraie dynamique. Vous savez que nous, on a lancé très tôt le non-coté chez Primonial il y a peut-être 3 ans maintenant. Ça a été long, ça a été dur, mais ça marche bien. Donc quand on a un résultat, quand on a du track, comme on dit, c'est plus facile pour la version 2. Donc la version 2 se passe extrêmement bien. Mais voilà, c'est une vraie classe d'actifs qui nécessite encore une fois beaucoup de pédagogie, mais comme souvent quand on innove, il faut beaucoup faire de pédagogie, et il y a encore du boulot, mais c'est en train de s'installer. Et question quand même, Stéphane, sur la partie immobilière, parce que vous faites beaucoup d'immobilier avec Primonial REM, très corps. Ouais. Donc le corps, c'est le plus sûr, mais c'est ce qui rapporte aussi le moins. Est-ce que il va y avoir dans l'immobilier le besoin aussi de faire un peu évoluer les solutions en se disant va falloir peut-être plus se diversifier pour aller chercher plus de rendement? Oui, il faut recréer de la prime de risque. Alors après, encore une fois, je pense qu'on peut l'associer, le généraliser, et pas qu'à l'immobilier. Derrière une crise telle qu'on la vit aujourd'hui, il va y avoir potentiellement un petit peu de purge. Le mot est pas très beau, pardon, mais un petit peu de purge. Et donc, on va recréer mécaniquement elle est en train de se recréer de la prime de risque, là, puisqu'il y a une décompression des taux en ce moment qui se passe. Donc, on va avoir des opportunités de réinvestissement. Donc ça, c'est une première chose. Après, nous, on est très sensible à la qualité des biens et des locataires, puisque le vrai driver de performance dans les mois et années qui viennent va être le loyer. Et donc, et le loyer, un loyer long terme soutient la valeur dans le tertiaire. Donc il ne faut pas imaginer que demain matin, il faut passer en value add à 100% parce qu'on va recréer mécaniquement de la prime de risque en achetant un peu tout et n'importe quoi. Mais pour répondre à votre question, oui, mettre un poil plus de risque dans nos portefeuilles nous permettront d'accélérer l'augmentation de la prime de risque.
J'ai envie d'être très pratique avec vous, Virginie. Quelle classe d'actifs peut être intégrée dans vos outils à destination des professionnels et surtout, quelle tendance voyez-vous se dégager? En fait, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, comme on voit des nouvelles classes d'actifs qui intéressent les clients finaux et aussi les distributeurs, nous on s'adapte. Donc on a créé une nouvelle plateforme qui connecte les producteurs aux distributeurs, qui permet de faire tout le réglementaire dont on parlait tout à l'heure, tout ce qui est souscription, acte de gestion, enfin c'est vraiment une profondeur qui est très forte. Et donc on va lancer du titre vif à l'assurance vie, à l'immobilier avec des SCPI, avec la possibilité de souscrire des private equity, des fonds structurés. Il faut que, en fait, l'opération de souscription de produits puisse être absolument sans couture. Pareil sur les actes de gestion, et que le distributeur, le conseiller, en fait, puisse avoir un conseil qui soit global sur les actifs du client. Donc, on a aussi des outils d'agrégation qui permettent d'agréger les comptes qui ne sont pas gérés par le conseiller. Donc si vous avez un conseiller, un CGP ou un conseiller d'une banque privée, il faut qu'il ait la possibilité de voir l'ensemble des actifs et pas uniquement ceux qui sont chez le CGP et chez le banquier privé. Bien sûr avec l'accord du client, on s'entend. Donc vraiment l'idée c'est de ne plus avoir des sujets qui sont silotés, mais une plateforme qui permette de souscrire l'intégralité des produits. Et s'il y a une nouvelle classe d'actifs qui surgit, eh bien on l'intégrera à cette plateforme. Vincent, cette nouvelle donne avec cette épargne peu rentable, est-ce qu'elle va aussi réhabiliter la prévoyance dans la gestion patrimoniale? En tout cas, on l'espère depuis des années. Il rigole parce qu'on en a beaucoup parlé. Il rigole toujours. Il rigole souvent. C'est important. Non, la prévoyance, oui, parce que ça fait partie de l'ensemble d'une analyse patrimoniale. Et c'est vrai que c'est le parent pauvre, des fois, de la gestion de patrimoine. Et pourtant, c'est une pièce essentielle dans beaucoup de cas. Donc, on espère toujours que, effectivement, les modèles qui utilisent la prévoyance soient de plus en plus utilisés. Ouais. Jean-François ? Là-dessus, on pourrait lancer le débat, parce qu'en fait, c'est assez drôle. Alors, premièrement, il y a un truc, à mon avis, qu'on savait, mais là maintenant qui est définitivement acté, c'est qu'on réhabilite la gestion de patrimoine. Avant, on faisait du fonds en euros, on s'emmerdait pas, et UKID, UKIDA. Donc maintenant, on réhabilite la gestion de patrimoine avec des nouveaux produits. Moi, j'avoue, j'adore, parce que ça donne un terrain de jeu pour faire de la pédagogie, pour expliquer les choses aux gens, qui est absolument colossal. Et donc, dans ce qu'on peut expliquer aux gens, c'est que dans la gestion patrimoniale, quand vous interrogez les gens, le premier réflexe, c'est de dire je mets de l'épargne de côté pour faire face à des coups durs. Sauf que la gestion du coup dur, elle peut se traiter de deux façons. Elle peut se traiter par l'épargne ou elle peut se traiter par la prévoyance. Et c'est vrai qu'on l'a oublié. Alors, le match, il va être compliqué, Vincent. Parce qu'aujourd'hui, l'épargne, coup dur, le court terme, ça ne rapportait plus rien, ça va commencer à rapporter. Donc, mais là-dessus, il y a vraiment de vrais enjeux en termes de pédagogie, en termes de structuration patrimoniale de ce que les conseillers peuvent proposer aux clients. Allez, 1 minute chacun pour un mot de conclusion. On va commencer avec vous, Stéphane Vidal. Vous avez une culture d'innovation chez Primonial. Quelle innovation aimeriez-vous faire aujourd'hui? C'est un métier, l'innovation. Et c'est dur, c'est pour ça que c'est difficile à prononcer. Mais ce que je vous disais, c'est que, alors vous savez, on gère plusieurs classes d'actifs assez complets, assez globales. Sur la partie asset management, je pense qu'on a toujours des thématiques nouvelles et qui se renforcent avec la crise. Là, on lance par exemple très bientôt un fonds sur la relocalisation, le re-ensuring, parce qu'il va y avoir, comme sur l'ISR, des flux qui vont arriver sur cette classe d'actifs nécessaires. La crise énergétique, tout ce qu'on vit depuis 2 ans. Donc voilà, il faut qu'on innove là-dessus. Il faut qu'on innove sur la partie aussi... Sur les nouveaux métiers qu'on peut faire, c'est-à-dire que la financière de l'échiquier, par exemple, maintenant a aussi un rôle de conseil en allocation d'actifs pour les produits structurés, puisque ce sont des produits qui sont au goût du jour aujourd'hui et qui vont plaire encore quelques années. Voilà, donc il faut qu'on remette en question nos modèles, mais moi je suis d'un optimiste de nature, et après une crise ou après une décélération, il y a toujours une réaccélération. Donc je suis assez optimiste. Innovant. Vincent, l'épargne, est-ce qu'elle est seulement individuelle ou est-ce que les distributeurs doivent aussi chasser sur d'autres marchés comme les entreprises? Ils chassent déjà sur les entreprises. Alors c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à les appeler les personnes morales et on voyait plutôt les holdings en tant que tels, mais ils vont directement sur l'entreprise, étant donné qu'ils ont accès aux chefs d'entreprise. Et on parlait tout à l'heure effectivement de nouveaux produits dus à la hausse des taux. Forcément, les entreprises vont aller chercher
des produits de placement de trésorerie, compliqué autrefois effectivement de proposer lorsqu'on était en taux négatif, à aujourd'hui les CGP en l'occurrence sont capables effectivement d'attaquer un peu plus. Et les enveloppes, on va dire le support en tant que tel, comme le compte titre, il est fortement accessible maintenant au sein de ces cabinets. Virginie, rapidement, on l'a compris, Harvest, c'est la technologie. Est-ce qu'il y a des sujets de souveraineté en la matière ? Ça, c'est mon combat, donc c'est très bien. Je crois que la France et l'Europe, on a été d'une naïveté sans nom dans l'industrie, dans les médicaments. On voit les conséquences aujourd'hui d'avoir externalisé tout ça dans des pays très éloignés à bas coût. Je pense que ça a été une erreur stratégique majeure. Et dans la technologie, c'est pareil. Donc, effectivement, Harvest, 100% des collaborateurs sont sur le territoire français. On a choisi un cloud français, donc qui est Orange. Je pense que aujourd'hui, les sujets de souveraineté, mais pas que dans la technologie, sont des enjeux majeurs pour la France et l'Europe. Et donc, chacun doit combattre à son niveau. Et moi, en tant que chef d'entreprise, en tout cas, c'est mon combat principal. Et Harvest va changer de nom, il va prendre un nom français. 30 secondes, le mot de la fin. vocation internationale. 30 secondes, le mot de la fin. On vit sur un régime, en fait, depuis 1990 à peu près, de baisse des taux longs. Ce régime-là, il faut l'oublier. On a un problème, c'est qu'on n'a pas de référence historique proche sur lequel on peut se raccrocher. Ça veut donc dire que ce petit papier où il y a tout ce que j'avais appris au cours des 30 dernières années, je peux le déchirer. Maintenant, il faut réfléchir sur ce qui va se passer et quelque part réfléchir. C'est assez enthousiasmant. On va t'offrir une tablette. Jean-François Filiat, traité avec